Voyons maintenant sous quelle forme se sont matérialisées ces constructions. Nous allons voir des formes architecturales qui ne sont pas à confondre avec les programmes. Les formes architecturales définissent des volumes, les programmes définissent des projets de vie pour savoir comment l'on veut vivre et donc quelles sont les fonctions que les bâtiments doivent remplir. Alors, les deux principaux types que nous avons repérés, il y en a probablement d'autres, sont la maison bloc et la tour en ville ou la maison tour. Nous allons voir successivement la maison du Sénéchal, nous la comparerons à d'autres maisons blocs, et les tours en ville en voyant la tour Caillot et la tour du Chapelet. Alors la maison du Sénéchal, tout le monde la connaît, ou du moins tout le monde croit la connaître, elle est protégée depuis longtemps. Vous en voyez ici une très belle orthophoto réalisée aussi grâce à Bastien Lefebvre. Et la question qui se posait quand on la voit, c'est quel est l'état originel du rez-de-chaussée et quel est l'état de cette partie gauche sur laquelle nous avions repéré quelques vestiges. Alors pourquoi l'état du rez-de-chaussée? C'est qu'il se présente actuellement dans un état restauré et l'on voit bien que cette restauration un peu gauche a quand même restitué une très grande partie des maçonneries. Cette grande porte ou ce portail était-il donc légitimement reconstitué? En effet, sur les photos anciennes, vous voyez ici l'état de cette maison avant restitution. Il n'y avait pas le moindre reste de grande porte. J'en profite pour vous montrer également l'étage où vous voyez que les baies étaient en grande partie murées car un plancher était monté à mi-hauteur un des fenêtres. Fort heureusement, un dessin conservé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont, dont la copie existe au STAP de Lot-et-Garonne, un croquis de Momja, nous montre qu'il y avait bien, effectivement, à la fin du XIXe siècle, il y avait bien une grande porte et que c'est donc à juste titre que l'on a pu restituer ce grand portail. Mais il y avait également, vous le voyez, non pas 4 fenêtres, mais 6 fenêtres. Donc si la restauration du rez-de-chaussée telle qu'elle a été pratiquée était fondée, que pouvons-nous dire maintenant pour non pas une restauration, mais une restitution de l'étage? Alors l'étage conserve effectivement des vestiges. Ici, vous voyez à droite que nous avons non pas un pied droit qui s'arrête, mais un faisceau de colonnettes avec le départ d'un arc. Et à l'extrémité, nous avons de nouveau, mais cette fois-ci une colonnette et un pied droit et le départ d'un arc. Il y avait donc ici des baies qui ont été détruites, ce que nous montrait le croquis de Jules Momja, mais encore mieux, le dessin de Brécy, levé en 1838 et conservé lui aussi à la médiathèque de l'architecture et des patrimoines. Vous voyez donc la magnifique claire-voie qui ajourait la façade de la maison du Sénéchal, qui se classe manifestement parmi les plus belles, au premier rang des grandes maisons du premier gothique dans toute l'Aquitaine, à l'égal des belles maisons de Cordes, de Figeac, de Cahors et de quelques autres villes qui ont eu la chance d'en conserver. Alors, ce qui est assez remarquable, et je reviendrai tout à l'heure sur ces fenêtres, c'est la richesse de l'ornementation qui contraste avec ce que nous avons vu sur l'hôtel de Montluc. Alors, maison bloc, ai-je dit? C'est un exemple de maison bloc. En effet, là, j'ai reconstitué le plan. Nous n'avons pas pu en faire une étude complète, mais à partir du plan du STAP, nous voyons qu'en prolongeant les lignes, nous avons un plan trapézoïdal qui est un bloc qui n'est pas énorme. Souvenez-vous des 240 mètres carrés de la maison romane qui est à côté. Là, nous avons 93 mètres carrés et sur 2 niveaux seulement. Enfin, c'est quand même déjà une belle maison, mais dont nous ne connaissons pas l'emprise. En effet, au rez-de-chaussée, là, je vais marquer à peu près, voilà, sur cette longueur, au rez-de-chaussée, là, nous sommes à l'étage, mais au rez-de-chaussée, nous avons une très grande arcade qui évidait le mur arrière et donnait donc sur des parties qui actuellement n'appartiennent plus à la même propriété, mais qui pouvaient ouvrir sur une cour, donc avec des annexes, voire un deuxième corps de logis. Donc cette maison bloc avait probablement d'autres parties qui se rattachaient pour un programme que l'on peut caractériser, si je reviens en arrière en montrant la façade par Momja, un programme que l'on peut caractériser comme n'étant pas celui d'une maison polyvalente, avec des arcades de boutique au rez-de-chaussée qui ajourent tout le rez-de-chaussée, et puis un étage où l'on vit,
mais un programme où l'on voit qu'on ne recherche pas tellement le contact avec la rue, et donc probablement à dominante résidentielle, donc quelqu'un d'éminent à Agen, soit un patricien, soit un religieux d'un certain rang, ayant voulu en faire sa résidence, mais sans pratiquer le commerce. Je vous ai également mis une coupe pour vous montrer l'état avant restauration. Donc, vous voyez le plancher qui coupait les fenêtres. Donc, on avait constitué 3 niveaux là où il y en avait 2 auparavant. Le niveau a été restitué ici, tout va bien. En revanche, il a été mal restitué en bas et lorsqu'on va dans ce qui sert de cave ou de grand vide sanitaire, on voit que le niveau originel était 80 cm plus bas. Alors, cette maison bloc, qui est une maison à corps de logis principal, est un type architectural que l'on rencontre dans beaucoup de villes du sud-ouest et particulièrement en Agenais. Alors, ils répondent à des programmes assez différents. Les uns peuvent être des programmes de maisons polyvalentes, comme je le disais. Vous voyez ici à Puymirol, tout le rez-de-chaussée complètement ouvert par des grandes arcades et sur le cordon d'appui régnant, des vestiges de grandes baies ogivales, autrefois à remplage, celle-ci est remplacée ici par une croisée, mais ce peut être également des maisons dont la dominante est résidentielle. Alors certaines construites d'ailleurs et formant enceinte, comme la maison de la Hire à Francescas qui vient d'être restaurée et dont vous voyez qu'elle est munie de plusieurs latrines à échappement libre dans les fossés. Ici, ici au-dessus, à Sauterre-la-Lémance, des maisons formant clôture, on ne peut même pas parler d'une enceinte, formant clôture du petit Castelnau, car en fait, elles ouvrent de multiples baies vers l'extérieur. Donc les maisons, il n'y a pas d'enceinte fortifiée, les maisons forment clôture, et ce sont des maisons qui n'ont pas d'arcade de boutique, qui sont essentiellement des habitats. Enfin, des maisons bâties sur l'ancienne enceinte. Vous voyez qu'à Pennes d'Agenais, il y avait un premier noyau entouré par une enceinte et qui a été largement développé au sud avec de superbes maisons du XIVe siècle, mais toujours maisons blocs, c'est-à-dire un volume unique, pas de cour centrale, pas de pluralité des corps formant des plans en L, des plans en U, etc. C'est le type architectural à ce jour le plus répandu en Agenais. Passons maintenant aux tours en ville. Et pour cela, au risque de susciter les interrogations, je vais parler de la tour Caillou. La tour Caillou est connue comme clocher, vous en voyez un dessin, clocher tardif, détruit sous la Révolution, et a été souvent interprété comme fortification. Alors je vous avoue que je n'y crois pas trop, d'abord par système. C'est-à-dire que si on veut trouver des choses, il faut mettre en doute les assertions répétées, argumentées, mais répétées. Et la question était, ne peut-on pas trouver à Agen des tours urbaines, comme dans la plupart des autres villes du sud-ouest, alors même que, et je l'ai déjà évoqué, une fouille avait démontré qu'il y avait une maison-tour, tour Hostal, fouillée rue Garonne. Donc y avait-il d'autres tours à vocation civile et non pas de fortification, à vocation, à programme d'habitat, d'administration. Donc je me suis penché sur le cas de la tour Caillot. L'enquête est difficile puisqu'elle est détruite et que les sources jusqu'à présent n'ont pas été très bavardes. Nonobstant, si l'on regarde les plans qui ont été proposés, alors celui de Brécy la montre mitoyenne, montre que le bâtiment est mitoyen du cloître, inséré dans un tissu bâti civil, celui des Cornières, on y reviendra. Et puis la meilleure photo que l'on puisse trouver est celle-ci, qui montre son état juste avant la destruction, avec des contreforts d'angle bien nets, des contreforts englobants. Lauzun avait même une autre expression. Lauzun l'a décrit avec contrefort d'angle et petit appareil. Elle était donc en appareil mixte, avec des pierres de taille et des moellons. Alors malheureusement, elle fut jugée sans intérêt et donc détruite apparemment sans description, du moins, n'en avons-nous pas trouvé. Elle a plutôt la forme, c'est vrai, d'une de ces tours résidentielles qui ont été étudiées, les donjons, 10 donjons pour romans dans tout le sud-ouest. Il y a un ouvrage d'André Châtelain qui en a répertorié des dizaines et des dizaines.
la plupart d'entre eux étant à vocation de résidence au sein d'un ensemble appartenant à une autorité. Alors j'avoue que, bien que nous n'en connaissions pas plus la morphologie, j'ai tendance à y voir plutôt une tour civile, c'est-à-dire une tour répondant à une fonctionnalité soit de logement, soit d'administration, qu'elle soit la tour du chapitre, puisqu'après tout on est en bordure du chapitre, tour de l'évêque, ou voire d'un officier ministériel, puisqu'on sait que beaucoup de ministériales faisaient construire des maisons-tours. En effet, je ne connais pas pour l'instant d'enclos de claustrum, de cloître canonial, et ayant bénéficié d'une fortification de cette ampleur. Généralement, on a droit à des petites tourelles, mais là, il me semble qu'on a plutôt affaire à une sorte de donjon urbain répondant au projet d'une autorité. Si on regarde de plus près sa position, le meilleur plan est celui qui a été levé lors de la grande percée des années 1897, je crois, 98, on voit qu'elle était bien insérée effectivement dans le tissu des Cornières, ce qui va nous amener à des réflexions sur la contemporanéité des constructions ou l'inclusion dans un parcellaire de maisons médiévales d'un bâtiment antérieur. Il y a la matière à réfléchir à l'échelonnement des opérations. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a d'autres bâtiments en forme de tour dans le tissu bâti des Cornières. Le principal que nous avons repéré est au numéro 5, ici. Vous voyez cette haute maison-tour que l'on ne voit quasiment pas de l'extérieur. Il faut monter en haut d'une tourelle d'escalier pour pouvoir la photographier depuis le nord-ouest, c'est-à-dire qu'elle a été photographiée comme ceci, toujours par Henri Stéphanus, qui est à la fois passe-muraille et qui est également escalade, n'est-ce pas, et qui a pu prendre cette maison dont vous voyez qu'elle dépasse nettement, enfin ce corps de logis, pardon, ce n'est pas une maison puisqu'elle dépend de ce qui est au numéro 5 ici, qui dépasse nettement hors des toits et dont toute une partie est assurément complètement médiévale, le reste ayant été repris. Donc nous avons été intrigués par cette maison et on a voulu savoir s'il y en avait d'autres, parce qu'on n'a pas encore pu la visiter, elle mériterait certainement une étude complète. Grâce à une autre personne douée de fortes capacités d'investigation, Hélène Heurtebise, nous avons eu des clichés du numéro 15. Alors, je n'ai pas mis le numéro 15, j'avais plus la place, c'est un peu plus au nord, par là. Et il y a là un très haut bâtiment qui a un peu ce volume-là, qui est derrière une cage d'escalier très très haute. Et au dernier niveau, photographié avant que des travaux de fassent pour l'instant définitivement disparaître, enfin on masque en tout cas les indices. Vous avez pu voir ici des solins d'une toiture à deux pans, ainsi que des baies médiévales largement ébrasées, montrant que nous étions également dans une construction médiévale extrêmement haute, ayant la même morphologie que la première. Je précise d'ailleurs que du côté extérieur, on voit aussi des placards muraux, etc. Donc deux bâtiments en forme de tour dans ce tissu bâti des Cornières. Ce n'est pas tout. Quand on lève le nez et qu'on se promène en ville, on voit d'autres bâtiments qui ont la même morphologie. Je précise que celui-là non plus, nous n'avons pas pu y rentrer pour l'instant, nous n'avons pas pu l'investiguer. Il est possible que dans les combles, on puisse trouver des indices qui confirment ce que nous pressentons. En effet, si la façade est devenue anonyme avec ses percements modernes et cet enduit moderne, toutes les autres faces montrent des appareils de briques médiévales. Ici, vous voyez, de Sevin. Ici, vous voyez les faces de Sevin, la famille de occidentale. Oui, oui, c'est l'hôtel de Sevin, effectivement. Il y a des commentaires. Est-ce que ce machin pourrait disparaître? C'est épouvantable. Voilà. Alors, cette maison, effectivement, c'est depuis la cour de l'hôtel de Sevin que je vous en montre le haut des autres faces. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on est dans la cour de l'hôtel de Sevin, vous savez qu'il y a un bâtiment, celui que je montre ici, dont je montre que le haut, qui a des fenêtres géminées qui montrent qu'il est extrême fin 13e, début 14e. Or, il y a une relation entre ce bâtiment en forme de tour et puis le bâtiment de l'hôtel de Sevin. Vous voyez ici tous ces arrachements qu'il faudrait aller regarder d'un peu plus près.
Donc nous avons là un autre candidat pour la forme du bâtiment en forme de tour ou maison-tour, étant entendu que c'était peut-être une tour reliée à un corps de logis beaucoup plus important, le corps de logis gothique de l'hôtel de Sevin, dont vous voyez ici la façade ouest et ici la façade nord avec les fenêtres géminées. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de bâtiments qu'il faudrait étudier de plus près pour savoir s'ils sont effectivement, comme on le présuppose, des bâtiments médiévaux en forme de tour, des maisons-tours. Alors, oui, c'est ça. Donc, maison-tour, tour du Chapelet. Alors, la tour du Chapelet est bien connue. Elle a été un peu plus étudiée que la tour Caillot. Il faut dire qu'elle subsiste. Et elle a été jusqu'à présent décrite également comme une fortification. Vous verrez que comme j'ai un esprit de contrariété, je n'en crois absolument rien. Alors, certes, elle est liée à une partie d'enceinte, ici, mais quand on étudie sa morphologie, on a des doutes. Voici les plans levés par Stéphane Toin, que j'ai repris pour les rendre bien lisibles. Vous voyez, le rez-de-chaussée, il y a une porte romane, donc on rentre au rez-de-chaussée dans cette maison qui est une fortification. On voit 3 baies d'éclairage, qui sont des baies d'éclairage, on y reviendra, ce ne sont pas des meurtrières. 3 ici. Et puis quand on monte dans les étages, alors là on voit partout des éléments qui montrent que ce sont des pièces d'habitation. Je précise tout de suite que le plan change car la tour a été en partie ruinée, nous allons voir tout à l'heure qu'elle est partie en pierre, partie en brique, et donc elle adopte un plan en trapézoïdal à l'intérieur, à partir du premier étage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une porte romane conservée ici avec son trou-barrier, vous voyez le logement du trou-barrier ici, qui était l'accès aux étages, qui était indépendant du rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée étant voûté. Pas de communication entre le rez-de-chaussée et les étages. Et nous avions également à chaque niveau une porte qui a été jusqu'à présent interprétée comme étant la porte donnant sur un petit escalier et dont je propose plutôt que ce soit les portes des latrines superposées. Cheminée, placard, montrant qu'on y habitait, du moins dans le deuxième étage. Vous voyez au niveau dessus, le deuxième étage, de nouveau un placard, toujours porte de latrine et fenêtre géminée. Et quand on arrive au dernier étage, nous avons là un véritable belvédère, ouvert par des fenêtres géminées sous tous les angles, fenêtres géminées restaurées, j'y reviendrai, mais qui existaient bien, c'est-à-dire que les vestiges notés avant restauration indiquent qu'il y avait bien chaque fois fenêtre géminée, plus des niches montrant des possibilités de rangement et de nouveau une porte de latrine. Donc, une maison-tour, une tour largement équipée, au moins dans son deuxième état, pour être habitée. Je reviendrai tout à l'heure sur le premier état. Les 2 états se lisent quand on regarde la façade ici. Vous voyez qu'il y a eu un premier état en pierre, au moins jusqu'au 2e étage. On arrivait à peu près jusqu'ici avec de la pierre, puis à la suite probablement d'une ruine, une reprise et une surélévation, avec une très importante restauration par l'architecte des bâtiments de France, qui a complètement repris les fenêtres existantes, nous allons revenir sur celles-ci, voire transformer les fenêtres. Ici, vous aviez une croisée du XVIe siècle qui est devenue une fenêtre géminée. Il n'y a donc plus aucune fenêtre authentique sur cette tour. Voyons comment elle était avant les travaux. Voici une photo de Moulis qui vous montre la fenêtre qui est devenue fenêtre géminée, la fenêtre géminée qui a été reprise avec un linteau découpé de 2 arcs, alors qu'à l'origine, il y avait des arcs clavés brisés. Donc voilà comment c'était la fenêtre qui est devenue un linteau découpé, elle-même étant déjà une reprise. En effet, cette fenêtre, grâce aux photos prises par Francis Stéphanus, nous pouvons remarquer qu'il y a une colonnette en marbre pourvue d'un chapiteau roman sur une base qui est un chapiteau roman renversé. Nous avions donc probablement 2 fenêtres romanes au moins, avec les 2 chapiteaux, avant que le bâtiment soit repris, d'après les formes probablement au XIIIe siècle, en briques, et que les 2 chapiteaux soient remployés dans une seule fenêtre. Donc un bâtiment qui, dès l'époque romane, avait 2 fenêtres géminées avec des chapiteaux travaillés. Nous verrons tout à l'heure que dans le lapidaire, nous avons d'autres chapiteaux de ce type montrant qu'il n'était pas rare à Agen d'avoir des maisons romanes avec des chapiteaux de qualité.
Je passe sur les coupes pour terminer la démonstration. Vous voyez ces coupes sur lesquelles j'ai restitué sur deux d'entre elles les planchers originels en bleu, puisqu'actuellement, ce n'est plus du tout comme ceci. Alors, vous voyez les fenêtres dont je parlais tout à l'heure. Si vous arrivez à tirer à l'arbalète ou à l'arc avec des fenêtres aussi hautes, j'en serais fort étonné. Vous voyez par rapport au niveau du sol où se trouvent les fenêtres. Nous sommes avec des fentes d'éclairage. Ce n'est pas un ouvrage défensif. Nous avons ici un lieu probablement de stockage, puisque les fenêtres, effectivement, ne sont pas les fenêtres géminées, qui étaient surmontées sur au moins 2 niveaux. Vous voyez l'épaisseur des murs romans, les murs gothiques étant beaucoup plus minces, avec fenêtres géminées, portes romanes et latrines romanes sur 2 niveaux. Je pense donc que nous avions affaire ici à une maison-tour, qu'elle ait été d'emblée, dès l'époque romane, à vocation d'administration ou vocation résidentielle, ça nous ne pouvons pas le préciser. Par la suite, nous ne savons pas non plus quels pouvaient être les liens avec le bâtiment accolé à l'est, nord-est, qui a occasionné une reprise compliquée sur l'est. Néanmoins, nous avons un bon prototype de maison tour, selon un format qui existe en nombreux exemplaires, notamment en Quercy ou en albigeois, où nous avons la tour Palmata, Gaillac, nous avons de nombreuses tours à Cahors, également de ce format. Et de fait, des maisons tours plus trapues et surtout un peu plus larges, il y en a un certain nombre déjà repérés à Genêt, et sans doute y en a-t-il d'autres à repérer, car on ne voit que ce que l'on cherche. Et donc, tant qu'on ne cherche pas des maisons-tours au milieu des îlots transformés ou dérasés, comme on a pu les trouver dans la ville de Tours, où on connaît maintenant 15 maisons-tours romanes, pour la plupart invisibles de l'extérieur, puisqu'elles sont en cœur d'îlots ou dérasées. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et dans les faits, il y en a pas mal. Donc, vous les voyez, là, la Softa du Drô, hein, en pierre, la tour des Portugais, qui est une des seules publiées. Valérie Rousset en avait publié une note résumant son étude dans le bulletin monumental. Et alors, les 2 fenêtres ne paraissent rien, là, mais il reste des arcs trilobés. Donc, vous restituez un meneau central, et puis vous aviez 2 baies trilobées. C'était une maison de qualité. La tour de Meillan de Montviel, à Meillan-sur-Garonne, qui est partie en pierre avec des façades latérales et arrière en briques, et la magnifique tour du fort à Castelmoron, tout en briques, et malheureusement sauvagement détruite naguère, et sur lesquelles nous avons fort heureusement une petite enquête, hein, mais dont nous pleurons la disparition. Donc vous voyez que ce format de maison-tour, surtout dans les petits bourgs dont je parle là, nous ne sommes pas dans la grande ville comme Agen, dans les petits bourgs avec une volumétrie beaucoup plus importante, n'était pas un type architectural rare. Alors c'est un type architectural qui répond à un programme à dominante résidentielle. On a très rarement trouvé dans des maisons en forme de tour des rez-de-chaussée ouverts par des arcades de boutiques, apothéca ou d'obrador, hein, d'ouvroirs, bien qu'il faille se méfier. Si vous allez par exemple à Oloron-Sainte-Marie, vous verrez la tour de Grède, qui est une magnifique tour et dont le rez-de-chaussée est ouvert boutique d'arcade. En fait, ce n'est que le corps avant d'une maison très longue en profondeur, qui avait une tour à l'avant et un corps de logis à l'arrière, et qui a été bâti par un patricien faisant du commerce. Donc il faut, quand on analyse les formes architecturales, il faut se garder de conclure très vite au programme. Il faut regarder tous les aspects possibles.